Bonjour à tous. Le Parlement a procédé dans la nuit du vendredi à samedi passé à la révision de la Constitution. Le sacré test de 1990 a donc vu son contenu modifié une deuxième fois en moins de 6 ans par le Parlement, avec 15 nouveaux articles créés et 18 de l'ancien test qui ont été modifiés. Pour l'essentiel des changements à retenir, tous les élus, depuis la Marina jusqu'au chef quartier en passant par les députés et les maires, ont un mandat désormais de 7 ans, renouvelable autant de fois que d'envie et de moyens, sauf le président de la République qui ne peut pas dépasser les 14 ans au mieux. Il y a aussi la création d'un Sénat qui discute quelquefois, en tout cas au président de la République, ses pouvoirs. Autant de changements dont on va discuter avec mon fidèle compagnon de cette émission, Anissé Carlos Souké. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. La révision est intervenue. C'est vrai qu'on avait commencé à évoquer le sujet lors de notre précédente émission. Finalement, les députés ont passé le cap. Oui, et c'est sans surprise, parce que manifestement, il n'y avait aucune raison pour que cette proposition ne passe pas, parce qu'elle avait été présentée par la mouvance présidentielle, qui était majoritaire. C'est vrai que, quelque part, on se disait que l'opposition avait une minorité de blocage et pouvait l'utiliser, mais ça n'a pas été fait. Bon, donc, c'est sans surprise. Oui, justement, ça a été assez curieux de constater qu'en dépit de cette capacité numérique, l'opposition n'a pas pu quand même faire bloc, comme par le passé, face justement à ce projet. L'opposition a fait bloc. Mais je pense que l'opposition même ne peut pas expliquer complètement, avec beaucoup de clarté, ce qui a pu se passer. Parce qu'en réalité, il était loisible à l'opposition, à mon sens, de rendre les choses un peu plus difficiles qu'elles ne l'ont été. Parce que lorsque le vote a été acquis pour la recevabilité, il se dessinait une majorité claire de 87 députés d'un côté et 22 députés de l'autre. Oui. Or, il fallait 88 députés pour que la révision soit actée. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse défection dans le rang de l'opposition, ou autrement, ça ne devrait pas passer. Mais à ce stade-là, moi, je me suis dit que, étant rompu au jeu de l'espièglerie parlementaire et de la fourberie parlementaire, certains élus LD auraient perçu la nécessité de demander, par exemple, que le groupe se retire et ne vote pas. Si c'était fait comme ça, il est clair que le vote aurait été bloqué. Bon, même si 87 députés restants avaient fini du moins par voter, la Cour constitutionnelle aurait peut-être eu un arbitrage à faire. Parce qu'il faut 87,29, je crois, pour atteindre les 4/5e. Donc, à ce moment-là, étant donné qu'on ne sait pas à combien de bras, à combien de têtes et à combien de jambes correspondent les virgules après les 87, il y avait forcément lieu de trouver 88 députés. Mais pourquoi les élus LD, sachant d'une part qu'ils avaient déjà été éprouvés par une seule défection qui les avait empêchés d'aller à la présidentielle, sachant que la confiance ne règne pas en leur sein, et que pour cela, ils ont demandé à 11 députés de délivrer comment vous appelez, des procurations à 11 autres députés qu'on considérait comme étant plus maîtrisables. Et que, connaissant tout ça, il n'est pas pris sur eux de dire on ne prend pas de risque. On ne vote pas. On sort de la salle et on les laisse faire. Ça aurait eu un impact, d'une part, par le fait qu'on aurait su que l'opposition s'est retirée complètement de la salle et n'est pas concernée par le vote. D'autre part, ça aurait donné le sentiment aux citoyens que l'opposition ne s'associait pas vraiment à ce projet-là. Or, ici, honnêtement, moi j'ai le sentiment que ceux de l'opposition ont perçu un peu la nécessité d'opérer ces réformes-là. Et comme leur rôle est de dire que ce ne sont pas de bonnes réformes, ils ont continué de le dire tout en soutenant secrètement ce projet-là. Parce que quand même, on
remarqué que dans la salle où se tenait la commission où se tenaient les débats de la commission des lois, il y avait les députés LD. Donc, pour eux, le projet n'était pas à jeter à la poubelle sans discernement. Ils sont allés, ils ont travaillé, ils ont amendé, ils ont assisté jusqu'à la fin aux travaux en commission. Et ensuite, au lieu de se retirer, ils ont voté. Bon, par la suite, ils racontent une histoire de courant coupé et tout ça. Mais moi, je considère que ce sont eux-mêmes qui ont prêté flanc à tout cela. Parce que leur retrait de la salle aurait signifié des difficultés pour le vote du budget, le vote de la loi. Quand on voit un peu l'issue du vote, on a quand même eu 90 députés qui ont finalement voté pour le Pas test. 88, 90. 90, je dis. Donc, ça veut dire que dans les rangs de ceux qui considéraient qu'ils n'étaient pas pour, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont décidé d'appuyer le projet. Même si, comme le disent les démocrates, il y a eu un jeu de tripatouillage à l'Assemblée. Moi, je considère que s'il y a eu un jeu de tripatouillage, c'est parce qu'ils ont accepté de jouer. Mais est-ce qu'il faut justement aller jusqu'à un tripatouillage quand on sait que c'est un test assez délicat et qui doit régir la vie de 12 millions, 13 millions de Béninois? Ce sont eux qui disent qu'il y a tripatouillage. Les autres se défendent en disant qu'il n'y a pas de tripatouillage. Et moi, je dis, eux, ils auraient dû faire en sorte que tripatouillage ou pas, ils n'aient pas, eux, à s'associer à ce vote. Et ça aurait donné le sentiment à ce moment-là qu'ils se sont vraiment démarqués de ça et qu'ils ne sont pas concernés. Mais ils ont participé aux travaux, ils se sont engagés à prendre les procurations de ceux qui ne leur inspiraient pas confiance. Bon, ces procurations aussi avaient été données par certains qui ne voulaient pas du tout qu'on les associe à des polémiques ultérieures. Et ces personnes ont peut-être raison aujourd'hui. Donc, vous avez 11 députés qui avaient 11 procurations. Ça signifiait déjà qu'il y avait un problème dans la maison. Mais ils se sont assis, ils ont voté et ils ont perdu. Tout ce qu'ils disent après, ce n'est pas de bonne foi. Qu'est-ce qui rassurait que, parce qu'on a vu quand même par le passé, paix à son âme, le cas Marcel de Souza, qui avait donné procuration et qui est réapparu lors du vote, je crois, de l'élection du président de l'Assemblée nationale autour de 2015, apparu dans la salle. Qu'est-ce qui garantissait justement au LD qu'en sortant de façon solidaire comme ça de la salle, qu'il n'y aurait pas forcément quelqu'un aux allures de Sodjinou, par exemple, qui pourrait réapparaître pour combler le vide et faire valider le vote? Peut-être qu'à la fin, c'est à ça qu'ils ont réfléchi et se sont dit, bon, on reste. Mais à ce moment-là, ne venez pas vous plaindre de ce que, entre vous, vous ne vous faites pas confiance. Parce que si la confiance régnait, il y aurait eu un mouvement d'ensemble, comme on en a connu par le passé à l'Assemblée nationale. Quand ils décidaient de voter contre, ils votaient tous contre. Bon, donc aujourd'hui, la confiance ne règne plus, en fait. Et c'est ça, en fait, le véritable problème. Et je pense que quand on a conscience de ça, et qu'on a perdu un vote, on ne vient pas après dire, bon, c'est la faute aux autres. Mais du côté aussi des révisionnistes, ceux qui portent le projet, ça leur coûte quoi de travailler peut-être à établir, pas forcément une unanimité, mais un consensus? La discussion est importante, surtout face à de gros enjeux, à de gros projets comme la révision de la Constitution. Et c'est peut-être là que vous me rejoignez quand je vous dis que je ne suis pas tout à fait convaincu que les démocrates soient véritablement contre le projet. Peut-être qu'en temps, il y a eu une certaine sensibilisation et que certains parmi eux se sont dit, mais c'est assez intéressant, on ne peut pas rejeter, il faut voir ce qu'on peut améliorer dedans, mais étant donné que c'est une classe politique qui se connaît bien et qui connaît bien les problèmes du pays, il semble que dans cette révision qui a été faite, il y a un certain nombre de points de révision qui emportaient l'adhésion du plus grand nombre, y compris d'un certain nombre parmi les démocrates. C'est pourquoi je ne suis pas pour la thèse de ceux qui considèrent que les démocrates étaient radicalement contre et que bon, ce n'est pas le tripatouillage qu'on a contraint, qu'on a forcé les résultats. Je pense que parmi les démocrates, puisque quand même... Parce que ce qui s'est affiché aussi, les pictogrammes et autres, il y a eu un embrouillamini total autour, on a changé les chiffres, on a ajouté des pictogrammes, il paraît, etc., etc. Et les figures qui ont changé entre, je dois dire, l'instant d'avant la coupure et l'instant d'après la coupure, pardon, tout cela entretient, je dois dire, un brouillard qui ne garantit pas de la sincérité de ce qui a été fait. Nous n'étions pas dans l'hémicycle. Et ceux qui étaient
ne disent pas tous la même chose. On a vu des photos circuler hein, sur les pictogrammes et les résultats à la fin. Les photos qu'on a vu circuler, c'est quoi? Il y avait 18 quelque part qu'on a barré et puis après on a mis 19, mais tout le monde a vu qu'il y avait 19 votes sur la ligne. Et donc, si on a mis 18 par erreur et que par la suite on a rectifié pour mettre 19, ça ne pose pas de problème particulier. Dans le noir, en fait, c'est pas ça qui pose le problème. Oui. Ce qui pose le problème, c'est que ceux qui ont voté se disent, nous avons tous maintenu nos 22 votes de blocage et que malgré cela, il y a quand même eu tripatouillage dans les urnes. On a quand même sorti les bulletins un à un qu'on a comptés. Et si, coupure ou pas, on avait déjà fini de compter et qu'on avait déjà vu le nombre que ça faisait, et je ne pense pas qu'on puisse parler de tripatouillage en tant que tel. Parce que c'est ce qu'un certain député a dit ensuite. Il a dit on avait déjà fini. Et tout le monde savait exactement combien de personnes avaient déjà voté avant que la coupure ne soit intervenue. Bon, nous, on n'est pas là-bas. Et dans tous les cas, je pense que ce n'est pas un argument qui justifierait la position des députés, les démocrates. La bonne position, quand on est contre un projet de loi de cette nature-là, c'est de ne pas participer au vote. Et ça, il y en a parmi eux qui sont assez rodés pour le savoir. Alors, parlons maintenant des changements qui sont intervenus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. On ne pourra pas tous les évoquer, ces changements-là. On va déjà commencer par le plus intéressant. Désormais, on aligne tous les mandats. Et ce n'est plus 5 ans. Ce n'est pas nouveau. C'était déjà acquis au cours de la dernière révision constitutionnelle. Donc ça, ce n'est pas nouveau et je pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître que ça, c'est une avancée qui nous permet de travailler sereinement pendant un temps pour ne pas être tout le temps en train de préparer des élections. Et puis ensuite, ça nous permet d'économiser sur le budget des élections. Donc c'est la première expérience que nous allons faire là et tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il fallait reconduire ça. On a quand même eu peur d'avoir à la fin des élections comme ça alignées. Je dois dire un Parlement exactement aux couleurs voulues par le président de la République. Et là, on n'a plus forcément l'essence même, je dois dire, de l'institution parlementaire, son essence de contre-pouvoir qui doit exister et qui doit quand même contrebalancer, je dois dire, les élans éventuels de l'exécutif. Ce n'est pas exclu que nous ayons ça. Il ne faut pas seulement voir le cas de figure dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Généralement, un président en fin d'exercice n'est pas populaire. Et le risque que nous aurons peut-être dans les années à venir, c'est que pour les mandats à venir, c'est que nous risquons d'avoir un Parlement qui désavoue complètement le régime finissant. Si c'est un président qui est, mettons, en fait, de mandat et qui n'est pas populaire, on le sanctionne non seulement lui-même, mais on sanctionne aussi son parti éventuellement qui se présentera aux élections législatives, de sorte que ce sera certainement le parti de l'opposition qui va remporter à la fois l'exécutif et le législatif, ce qui est un danger pour une démocratie. Non, ce n'est pas un danger en tant que tel. Le président finit toujours par avoir sa majorité à l'Assemblée nationale, hein, quelle que soit la géométrie qu'il y avait avant le début du mandat, il finit toujours par allier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que quand vous démissionnez de votre parti, vous perdez systématiquement. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis l'ancienne révision. De toute façon, c'est réaffirmé aujourd'hui de façon très claire que vous perdez systématiquement votre mandat. Et donc, le président a l'obligation de venir au pouvoir avec sa majorité. Et cette majorité doit l'accompagner en réalité jusqu'à la fin de là où c'est un danger, c'est que toute volonté législative du président n'aura pas forcément en face l'objectivité, je dois dire, l'objectivité du Parlement, de sorte qu'on aura, je dois dire, comme qui dirait, un train qui siffle ici et qui répond là-bas. Oui, et quoi qu'on dise, c'est ça que nous avons toujours eu. Même si nous avons eu des géométries variables. On a eu quand même des parlements qui, c'est pas Boni qui dira le contraire, entre 2007 et 2008, avec la galère qu'il a vécue avec les G13, les G7 et autres. Mathieu Kénékou aussi en a fait les frais. N'en parlait surtout pas à Nicéphore Soglo. Ce sont des majorités qui n'avaient pour mobile essentiel
que de faire du marchandage politique. Parce qu'aucune loi n'est véritablement rejetée, parce que le président n'a pas une bonne majorité. C'est seulement lorsque nous sommes à 2 encablures ou à 3 encablures de l'élection présidentielle que le budget n'est plus voté. Et ça, nous savons tous pourquoi il n'est plus voté. C'est pour des raisons de politique politicienne. Donc, la configuration de l'Assemblée nationale n'a jamais empêché le président, en réalité, de faire voter les lois qu'il avait envie de voter. Même si, par le passé, les configurations qui n'étaient pas à la faveur du président de la République l'obligeaient à envoyer des mallettes à l'Assemblée chaque fois qu'on voulait voter. Et c'est ça l'intérêt de la chose. C'est juste ça. Sinon, en dehors de ça, lorsque le président a un projet, s'il est bon, vous approuvez. S'il n'est pas bon, vous n'approuvez pas. Et ce n'est pas parce que le président a une majorité qu'en théorie, on ne fait pas de débat à l'Assemblée nationale. Oui. Si on ne fait pas de débat, ce ne sera pas la faute du président, ce sera la faute des députés qui ont décidé de démissionner. Ça va être trop facile d'accuser les députés. Mais on va accuser qui? Ben, puisque justement, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui appartient à un parti politique tenu par le président de la République pourrait faire des débats et aller dans le sens contraire proposé par un texte déposé par le président de la République. Oui, parce que bon, c'est quand même trop facile aussi de penser que tout ce que le président fait, il le fait forcément dans le but de contrôler tout, ou bien de détruire tout. Ça peut être ça, contrôler tout. Et le contrôle, la recherche de contrôle peut l'amener à faire des choix qui ne sont pas forcément objectifs, qui ne sont pas d'intérêt pour la nation. Et lorsque les députés votent pour des choix qui ne sont pas objectifs, vous croyez que c'est la faute du président de la République? L'Assemblée existe justement pour ça. Si les députés démissionnent, si la carrière des députés les préoccupe plus que l'intérêt national, si leur positionnement est plus important que l'intérêt national, si leur situation les préoccupe au sein de leur parti politique plus que l'intérêt national, ça ne peut pas être la faute du président de la République. Donc, je crois que les Béninois, quels qu'ils soient, lorsqu'ils décident d'aller à l'Assemblée, doivent avoir des convictions, doivent avoir des motivations, non pas seulement d'aller se faire une surface financière, non pas seulement d'aller se faire une renommée politique. Mais quand on est patriote et qu'on veut contribuer, on n'a pas peur de perdre les privilèges. Si les députés ont peur de perdre les privilèges, aucune loi de la République, aucun test ne peut nous amener à avoir un Parlement, quel qu'il soit objectif. Même quand tout le monde dit « je suis de l'opposition » et que dès que la mallette arrive, tout le monde vote, qu'est-ce que nous gagnons? Nous ne gagnons rien. Donc, il faut aussi que nous ayons des députés qui aient de la conviction. Des députés qui n'aient pas peur de dire, moi, parce que qu'est-ce que vous risquez en tant que député? Vous avez on a enlevé l'immunité parlementaire de certaines personnes. Je ne vais pas refaire l'histoire parlementaire de ces 8 dernières années ou 9 dernières années. C'est bien pour ça que je dis que nous devons avoir des députés qui soient des modèles. Parce que si vous traînez des casseroles et qu'on vous tient par la barbichette, et que parce qu'on vous tient par la barbichette, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que de voter tout ce qu'on envoie, ça veut dire que déjà, ceux qui vous ont envoyé à l'Assemblée nationale ont eu tort. C'est pour ça que nous devons faire attention à ceux pour qui nous votons. Ceux que nous envoyons à l'Assemblée nationale, nous devons y faire attention. Parce que si la plupart des députés qui ont géré une société, qui ont géré un ministère, qui ont eu des postes de responsabilité quelconque, où nous savons tous qu'ils ont mis un peu la main dans les caisses de l'État, parce que le but c'est de s'enrichir, et que tous, ils sont riches, c'est que quand même quelque part ils ont trouvé l'argent. Si de cette façon, vous êtes tenu par celui qui est au pouvoir, soumis, comme dirait l'autre, et que vous n'avez pas d'autre choix que de répondre favorablement à tout ce qu'on vous demande, quelle que soit la configuration du Parlement, le pays n'y gagne rien. Le pays n'y gagne rien du tout. Donc, il faut, et je ne sais pas comment ça va se faire, très honnêtement, parce que c'est des scrutins de liste, et que quand vous votez pour une liste, parfois vous n'êtes pas d'accord avec un ou deux candidats qui sont là-dessus, mais vous votez quand même parce que votre candidat à vous, il est sur la liste. C'est peut-être de trouver le moyen d'éviter que nous ayons à voter pour les listes et que nous votions individuellement pour les candidats. On avait déjà eu ça par le passé, évidemment, pas sous le niveau démocratique, mais ça permet de faire le tri et ça permet aux citoyens de désigner de façon objective les personnes pour lesquelles ils ont une certaine confiance. Donc, la liste, ça noie tout le monde. Ça permet également au pouvoir
de caser les personnes qui sont taillables et corveillables à merci. Et finalement, l'Assemblée nationale n'est qu'une caisse de résonance. C'est pour ça qu'il faut peut-être aussi trouver le moyen de réfléchir à ce que nous ayons des élus qui soient individuellement choisis par les citoyens. Ça va créer quelques dépenses supplémentaires, c'est sûr, mais pour la qualité de la démocratie que nous aurons, et encore, faudrait-il avoir des candidats qui soient susceptibles de se présenter parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Par le passé, je vous ai dit, sous la Révolution, parfois on montait sur la table, devant toute la population. Vous dites, vous êtes candidat, on dit, montez sur la table, tu montes, et tous ceux qui te connaissent commencent à dire ce qu'ils savent de toi. C'était une épreuve extrêmement difficile pour les personnes qui avaient des petits, même des lacets à se reprocher. Mais ça permettait d'élire des personnes qui étaient véritablement patriotes et qui étaient honnêtes et intègres. Si nous pouvons retrouver ça, pourquoi pas? Et pourquoi passons-nous à 7 ans? Ah, ça, je ne peux pas vous l'expliquer, parce que je ne suis pas auteur, je ne suis pas votant. Je dis, quel est l'intérêt qu'on peut avoir à passer à 7 ans? Il y a un intérêt qu'on peut y trouver. L'intérêt, par exemple, d'avoir plus de temps pour travailler dans la sérénité. Parce que... Le temps pour qui? Pour le député ou pour le président? Pour tous. Ah oui? Ah oui, parce que quand nous avons fait l'élection aujourd'hui et que nous savons que, bon, pendant 5 ans, tout ce que nous ferons sera inutile comme action politique, bon, tout le monde se croise les bras et tout le monde travaille sur le front du développement. Tout le monde travaille parce que tout le monde... Oui, mais à quoi ça sert de faire de la politique politicienne tous les jours quand les élections, c'est dans 7 ans? Donc, ça laisse le temps au président de la République vraiment d'engager des travaux et de compter sur certaines personnes qui auraient pu être dans l'opposition et s'écarter de la gestion du pouvoir. Tout le monde pourrait travailler ensemble. Et c'est peut-être 2 ans après que, bon, chacun va commencer à se dire, on recompose pour qu'il y ait une véritable alternance. Moi, j'ai toujours dit très haut et fort qu'il n'y a aucune idéologie entre les personnes qui se séparent et qui s'opposent. Il n'y a rien du tout qui les oppose. C'est peut-être des questions d'intérêt. Sinon, franchement, si on avait des questions d'idéologie, si on avait des questions de projets de société qui s'affrontent un peu, quand l'un dit je vais commencer par construire des écoles et que l'autre dit non, je vais commencer par construire des centres de santé. Quand l'un dit je vais donner tel standing aux écoles et que l'autre dit non, il faut commencer d'abord par faire le RAMU pour tout le monde. Voilà, quand des projets de société s'affrontent comme ça, on peut dire oui. Bon, c'est bon de faire les élections assez rapidement pour que nous ayons une alternance. Mais nous savons tous où nous allons et nous allons tous dans la même direction. Et ce n'est pas l'alternance qui fait avancer le pays, ça il faut le dire très clairement. Ce n'est pas l'alternance. Patrice Talon travaille avec ceux qui étaient avec Boni Yayi. Boni Yayi a travaillé avec ceux qui étaient avec Mathieu Kérékou. C'est comme ça. Donc l'alternance c'était quoi? C'est juste le président de la République. L'alternance consiste juste à élire un autre président de la République. Sinon tous ceux qui travaillent avec lui, c'est ceux qui étaient dans le système. Voilà, donc si c'est ça, pourquoi est-ce qu'on fait une élection tous les 5 ans et que dès qu'on fait une élection 2 ans après, on commence déjà à penser à la prochaine élection, à la réélection du président de la République, qu'on abandonne tous les projets, que tout le monde commence à se tirer dans les pattes. Bon, aujourd'hui, nous savons que si nous avons un président, c'est pour 7 ans. Ailleurs, les gens l'ont eu et ont considéré que ça n'arrangeait plus leurs affaires et sont revenus. Le Sénégal, la France. Et sont revenus à 5 ans. Chaque pays a ses réalités et je pense que... On a des réalités différentes de celles du Sénégal? Chaque pays a des réalités différentes. Ah oui? Oui. Réalités politiques? Toutes les réalités ne sont pas pareilles. Nous avons nos réalités et ce que nous essayons de corriger, peut-être que les Sénégalais n'ont pas décidé de corriger ça. Parce que ce sont ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont été au charbon, que ce soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Ce sont ces personnes-là qui se sont dit, il y a des choses à corriger. Et ce sont ces personnes-là qui savent ce qu'il faut corriger. Vous et moi ne le savons pas forcément, parce que moi, je n'ai jamais géré une commune. Non, nous sommes dans la cité, nous savons... être dans la cité ne peut jamais être... Nous sommes des acteurs de niveau donné, nous savons ce que chaque acteur politique fait, comment il gère.
on peut avoir une vision, on peut avoir une façon de voir exactement et d'apprécier, je dois dire, la gestion d'un acteur politique. On n'a pas besoin forcément d'être à sa place. Chacun dans la cité a son rôle. Oui. Et nous sommes justement dans un jeu de rôle. Ça fait que lorsque vous voyez quelqu'un qui n'est pas encore pouvoir tenir un discours aujourd'hui, demain, et quand vous le voyez de l'autre côté, il dit autre chose. Pourquoi? Parce que quand il parlait, il avait la conviction de dire des vérités certaines. Il était convaincu que ce qu'il disait était vrai. Mais quand il arrive de l'autre côté, il se rend compte que, mais attends, il y a d'autres réalités que je ne connaissais pas. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ce sont ceux qui sont dans le feu de l'action qui sont les personnes les plus autorisées à savoir ce qu'il faut faire. Nous avons subi, depuis quelque temps, un certain nombre de réformes qui avaient été souhaitées par tous, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Des réformes ont été souhaitées par tous. Et ceux qui votent aujourd'hui sont ceux précisément qui savent très bien de quoi souffre notre pays et ce qu'il faut faire pour corriger le cas de notre pays. Il faut se mettre dans l'action pour proposer exactement la solution. Montesquieu, qui a eu l'idée de la démocratie, du fonctionnement des pouvoirs, je ne sais pas s'il n'a jamais été président ou s'il n'a jamais été député, on aurait dû jeter donc sa proposition à la poubelle alors, puisque lui n'a jamais géré la cité. Non, enfin, je ne sais pas si vous prenez les choses au premier degré. Je ne veux pas au premier degré. Je veux comprendre. Vous ne savez pas si Montesquieu a géré. Vous ne savez pas. On peut exclure définitivement quelqu'un de la prise de décision, de la proposition de décision, parce que simplement, il n'a pas été dans le feu de l'action. Je vous dis, chacun a son rôle dans la République. Il y a ceux qui sont dans l'action et il y a ceux qui sont dans la critique. Et ceux qui sont dans l'action ne peuvent pas être les seuls plus intelligents à proposer des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans le feu de l'action. Et je pense que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, y participe. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, y participe. Mais eux ont plus de raisons que les autres de savoir où est-ce que ça flanche, où est-ce que ça cloche. S'ils sont honnêtes, s'ils sont honnêtes, s'ils sont sincères, s'ils sont objectifs. S'ils sont sincères et honnêtes. Pourquoi pensez-vous qu'ils ne le sont pas? Ils peuvent ne pas être objectifs. Quand on a eu le pouvoir, l'expérience a montré que celui qui gagne le pouvoir a envie toujours de le conserver. Et il n'a pas toujours pris les décisions qui permettent à ce qu'il y ait une objectivité de la compétition qu'il organise pour sa succession éventuelle. On sait ça, et en Afrique, on sait comment est-ce que les élections s'organisent. On ne peut pas dire que tous les présidents de la République en Afrique organisent de façon impartiale, objective, les consultations électorales pour gagner le pouvoir dès lors qu'ils sont au pouvoir. Ça prouve très bien qu'il y a beaucoup de biais dans la gestion quotidienne de la démocratie sous les tropiques. C'est pourquoi... Et que ce n'est pas la peine de rester dans une grosse hypocrisie qui consiste à croire que ce que Montesquieu a dit doit être appliqué à la lettre. Montesquieu n'est pas béninois. Nous avons nos réalités. Et à l'épreuve de ce que Montesquieu a dit, nous pouvons avoir des corrections à faire. Et nous devons les faire sans complexe. Parce que nous savons réfléchir. Nous devons les faire sans penser que dévier de la ligne tracée par Montesquieu est une forfaiture ou bien une trahison vis-à-vis de la République. Nous avons notre pays, nous avons nos réalités. Nous avons un président qui est resté au pouvoir et qui a dit qu'on ne peut pas aller au développement de cette façon. C'est impossible. Il a dit, mais c'est une démocratie Nescafé. Il faut changer ça. Oui, mais en quoi est-ce que ce qu'il dit est vraiment objectif quand il dit ça? C'est ça le problème. Vous croyez qu'il mentait? Moi, je ne sais pas. Mais je dis, un seul individu ne peut pas être mais plus objectif que tout le monde. Mais c'est lui qui est dans le feu de l'action. C'est lui. Il n'y a que lui qui pouvait comprendre tout ce qu'il vivait. Il n'y a que lui. La preuve, c'est qu'au moment où il disait ça, ceux qui étaient en face de lui avaient un certain discours. Ceux-là se sont retrouvés au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que vous les entendez tenir le même discours qu'hier? Non. Ils ne tiennent plus le même discours. Parce qu'ils sont aujourd'hui dans une position où on a une autre vision des choses, où on vit une autre réalité. Le pouvoir et la gestion des hommes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et si nous ne décidons pas à un moment de nous regarder dans le miroir et de dire, il y a des tares qu'il faut corriger, il y a des imperfections qu'il faut corriger, il y a des réformes qu'il faut faire. Si nous ne nous regardons pas dans le miroir pour les faire courageusement, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est ce qui arrive dans certains pays autour de nous, où les militaires arrivent, ils se campent au pouvoir, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de jouissance de quoi que ce soit. Tout s'arrête et les jeunes applaudissent parce que les jeunes sont heureux que quand même, enfin, quelque chose bouge. Regardez la population béninoise, elle est essentiellement jeune. Vous croyez que la manière dont on a géré la démocratie jusqu'à présent, qui ne leur donne pas la parole,
qui ne leur donnent pas la priorité, qui ne leur donnent pas le privilège de servir leur pays. Vous croyez que ça va continuer jusqu'à quand? Il faut faire des réformes. Il faut qu'à un moment, on fasse ce qu'il faut faire pour que la grande masse de la jeunesse, qui est autour de 70%, je crois, aujourd'hui, puisse se sentir concernée par la gestion des affaires de l'État. Oui, mais on l'exclut. Quand on met le mandat à 7 ans et qu'elle n'est pas, la jeunesse, elle n'est pas sûre d'être justement sur cette liste-là qu'on est en train de composer, ça veut dire qu'elle n'a de chance d'accéder peut-être à la gestion du pouvoir ne sont pas que faites dans 7 ans ou dans 14 ans. Les réformes ne sont généralement pas faites pour produire des résultats dans l'immédiat. Ah oui. Les réformes sont faites en regardant l'avenir. Il ne faut pas regarder 2026. Oui, il faut regarder 2050. Oui, mais il faut regarder 2070. Dans l'avenir, quelle réalité, 7 ans au lieu de 5 pourrait changer? C'est ce que je veux bien voir. Oui, ça va changer notre façon de concevoir la politique. Ça va changer notre façon de concevoir l'opposition. Ça va changer notre façon de penser l'alternance. Est-ce que ça ne va pas être plus hypocrite que cela ne l'est maintenant? Parce que les gens ils vont se dire, bon, ok, puisqu'ils sont là pour 7 ans, à 2 jours des élections, on fait semblant d'être opposant, on propose des trucs, et puis dès lors que les élections passent, on se réunit, on se rassemble autour de la marmite, et puis chacun se partage ses prémâmes, et puis c'est fini, et rendez-vous dans 7 ans. En dehors du fait que nous avions une démocratie, comment je vais dire, qui offrait un beau spectacle, la vérité c'était celle-là. Oui. Oui. On finit par s'entendre autour de quelque chose et puis chacun prend ce qu'il a à apprendre. Et dès qu'il prend ce qu'il a à apprendre, ça y est, il change de camp. Il n'y a aucune conviction. Mais ça revenait quand même aux États-Unis, il n'y a aucune chance que quelqu'un qui est républicain dans l'âme se retrouve un jour à parler avec les démocrates et à faire des... C'est assez rare, oui. C'est même rarissime. Parce que c'est basé sur des convictions profondes. C'est basé sur des convictions qu'on ne change pas du jour au lendemain. Ici, qu'est-ce qui fait qu'on s'oppose? La façon. Il n'y a rien. La façon de gérer la cité. Et même lorsque vous voyez une opposition radicale en face d'un président, ce n'est pas parce que cette opposition a une proposition de projet de société qui constitue une alternative vraiment crédible. Non. C'est juste qu'on est dans les petits marchandages pour savoir qui positionner, qui positionner. La preuve, regardez les démocrates. Ils ont fait quoi? Les démocrates offrent aujourd'hui le spectacle de ce qu'est la politique béninoise. Ah bon? Je vous ai dit ici sur un plateau, il n'y a pas si longtemps, que ce parti-là est composé de personnes qui n'ont en commun que des griefs vis-à-vis de celui qui gère le pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui les unisse. Et que chacun va gérer son problème à titre personnel quand viendra le moment. Parce que chacun a son avenir dans sa poche. C'est ce que vous voyez. Mais c'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas les 7 ans qui vont réajuster ça. Mais non, ce n'est pas ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les 7 ans. Il y a une trêve. Oui. Et la trêve vient justement en renfort des 7 ans. Sans la trêve, les 7 ans n'auraient aucun sens. Alors, avant d'aller à la trêve, une dernière curiosité autour de cette affaire de 7 ans. Bon, évidemment, vous aviez évoqué le cas américain. Le style anglophone, c'est toujours 4 ans, hein, si mes connaissances sont précises et exactes. Parce qu'il y a véritablement une alternative à chaque fois pour remplacer... Comme au Nigeria. Oui, oui, oui. Oui, il y a toujours, parce que c'est une question d'idéologie. On n'a pas la même perception de la gestion du pouvoir, selon qu'on est démocrate ou républicain. Donc, le problème, c'est anglophone, francophone, alors. Parce que j'ai l'impression qu'ailleurs... Ailleurs, les gens ont copié avec plus d'intelligence, je vais dire. Les gens ont copié avec plus d'intelligence. Et vous verrez que le système n'est pas rigoureusement le même que celui que nous avons. Nous avons un système dans lequel... bien qu'étant en démocratie, la réalité du pouvoir est monarchique. Et c'est dans tous les pays qui nous entourent, c'est tous les pays francophones. Un président élu, il n'a pas envie de partir. Pourquoi il partirait? Un chef ne part pas. Vous comprenez qu'il c'est ça la mentalité que nous avons. Biaisées, justement. C'est ça la mentalité que nous avons. Ma curiosité au sujet de 7 ans, c'est que
quand j'écoute un peu ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, ils n'ont de cesse de chanter que Boni Yayi est le plus mauvais président que la République béninoise ait jamais connue. Et je ne vais pas imaginer qu'on en arrive à... C'est vrai, ils disent ça. Vous ne les écoutez pas? Apparemment, vous ne les suivez pas du tout alors. Non, ne dites pas ce que les réseaux sociaux publient. Non, le chef de l'État lui-même est sorti pour dire fondamentalement de Boni Yayi qu'il s'est acharné à s'opposer aux différentes réformes. Voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire qu'il a été le plus mauvais président du pays. C'est la même chose. Ah non, quelqu'un qui a foncièrement contre des réformes qu'on a engagées tout le temps et qui a géré la République. Et au nom, d'ailleurs, de ces actions, on a dû engager des réformes par le passé. Je ne veux pas imaginer que, pas forcément en 2026, peut-être en 2050, comme vous dites, en 2060, qu'il y ait un profil à la Boni Yayi qui prenne le pouvoir, par exemple. Ça dit qu'on reste à nos pieds pendant 14 ans, puisque vous avez reconnu aussi que quand ils prennent le pouvoir, ils ne veulent pas partir. Pendant au moins 14 ans. C'est nuisible pour la République. Ça ne serait nuisible que si les citoyens restent dans l'état d'esprit que nous connaissons aujourd'hui, où on ne s'intéresse à rien, où on élit quelqu'un parce qu'il a amené 5 000 francs et un sac de riz. Tant que c'est comme ça, nous allons finir un jour par élire quelqu'un qui serait absolument incapable, mais qui a juste un peu d'argent. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des citoyens. Je n'ai de cesse de le dire. La démocratie, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas les lois, c'est dans la tête du citoyen. Il faut d'abord donc éduquer. Il faut éduquer les citoyens béninois. Il faut d'abord les éduquer. Il faut éduquer les citoyens béninois. On ne se bat pas pour les libertés. On s'éduque à être libre. Et quand on a ce niveau de maturité, que le plus grand nombre a ce niveau de maturité, personne ne lutte pour être libre. On est libre. Personne ne lutte pour les libertés publiques. On a les libertés publiques parce qu'on ne conçoit pas qu'on agisse autrement. Vous voyez? Donc, c'est une question de maturité au niveau des citoyens. Et ça, tant que nous n'avons pas trouvé le moyen de le faire, nous pouvons voter toutes les lois, réviser la Constitution autant que nous voulons, nous ne trouverons pas la solution. Parlons de la trêve. Et je vais encore évoquer ceux qui sont au pouvoir. Ils disent que Patrice Talon, c'est le meilleur président que le Bénin ait jamais connu. Il n'a pas eu besoin de trêve pour réaliser ce qu'il a réalisé. Vous croyez? Oui, il n'a pas eu de trêve. Ah, mais moi je pense qu'il a eu... Il y a des FCBE qui ont existé, il y a les démocrates qui ont existé, il y a pas de... Et en l'occurrence, je pense que personne qui ont fait leur conférence de presse, et en dépit, je dois dire, de l'acharnement de Boni Yayi à s'opposer aux réformes, les réformes sont passées entièrement et totalement. Je ne sais pas s'il y a une seule réforme qui a échoué à cause de l'action de Boni Yayi. Non, mais je pense que la trêve n'est pas non plus de dire qu'il n'y aura pas d'autres partis politiques. Oui, c'est un silence. La trêve consistera à n'avoir que des débats d'idées. Ah, tiens. Que des débats d'idées. Mais plus des situations de blocage où par le passé, on a connu des mercredis rouges, des vendredis noirs, bref, tout ce qu'on avait comme action politicienne pour empêcher le gouvernement de travailler. Mais vous dites que Patrice Talon n'a pas eu besoin de trêve et je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui, pourquoi? Parce que dès qu'il est arrivé, sur le front universitaire, il a décrété la trêve. Sur le front syndical, il a décrété la trêve. Il y a une loi qui amène les syndicats à observer une trêve. Ils ont tellement observé la trêve que même les 10 jours qu'on leur donne dans l'année pour manifester là, ils ne l'exploitent même pas. Oui, je parle du plan politique. Non, c'est justement maintenant que la trêve est proposée au plan politique. Elle existait déjà au plan social. Et personne ne s'en plaint. Vous croyez que quelqu'un... Ça, c'est pas une trêve, ça. Vous croyez que quelqu'un a envie de revenir à la situation antérieure? Ça, c'est pas une trêve, c'est une fin. Ce qu'on a imposé aux syndicats, c'est une fin qu'on leur a imposée. C'est pas une trêve. Qui s'en plaint? Qui s'en plaint? Ah bon, vous les écoutez pas? Non, attendez. Chacun est dans son rôle. Pas les Comme je vous l'ai dit, chacun est dans son rôle. Mais oui. Quel citoyen se plaint de ce que les syndicats ne soient plus capables de bloquer complètement le pays? De bloquer les hôpitaux et de laisser les gens mourir, de bloquer les magistrats, et de bloquer les tribunaux et de laisser les gens couper en prison. Qui s'en plaint? De bloquer les écoles, que les enfants soient à la maison. Qui se plaint de ce que nous n'ayons plus ça? C'est ça la trêve. Et donc, si les syndicats ne considèrent même plus que les 10 jours-là sont utiles, c'est tant mieux, parce que le pays avance. Le pays ne recule pas. Si pendant ce temps, le gouvernant ne prend pas la peine de profiter de cette trêve pour faire avancer le pays, ça c'est un autre procès. Mais au moins, il a la paix, il a la tranquillité pour avancer. Et c'est très important. Maintenant, il faut que cette trêve
s'observe aussi sur le plan politique. Parce que le problème, ce sont les hommes politiques. Le problème du Bénin, ce sont les hommes politiques. C'est sa classe politique. Et nous en avons tous conscience. Parce que le fonds de commerce que nous avons tous, et qui est le plus rentable aujourd'hui, c'est la politique. Et que pour ça, on est prêt à tous les sacrifices. Pour ça, on est prêt à faire tout ce qu'il faut, même si le pays doit en prendre un coup, même si la République doit en souffrir, parce qu'on a des intérêts à défendre. Est-ce qu'on est obligé de faire ça pour que le pays avance? Non. C'est pour ça qu'il faut justement qu'il y ait, sur le plan politique aussi, une trêve. Moi, c'est comme ça que je comprends l'esprit dans lequel la trêve a été proposée. Bon, peut-être que je comprends du travail, j'en sais rien. Mais moi, je considère que c'est une explication valable parce que de mon propre chef, j'avais déjà fait des analyses et constaté que tant qu'on n'aura pas une trêve sur le plan politique, vraiment le pays se trouverait mal. Les hommes politiques n'ont pas besoin d'être dans la chamaillerie quotidienne pour montrer leur opposition. C'est de dire ce que fait le gouvernement nous plaît ou ne nous plaît pas. Mais voilà en fait ce que nous aurions souhaité qu'il fasse. Pour ça, est-ce qu'on a besoin de manifester? Pour ça, est-ce qu'on a besoin de bloquer? On a besoin de brûler des pneus pour ça? Non. Ce que nous voulons, voilà. Tout en sachant que le gouvernement, le président est élu avec son parti politique pour un projet de société. Et que ce n'est pas à 100% qu'il a été élu. Donc, il y a des gens, forcément, qui diront tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais tant que vous dites c'est pas bon, et que vous vous contentez de dire c'est pas bon, vous êtes dans la trêve. Mais lorsque vous décrétez des mouvements, lorsque vous décrétez des manifestations, est-ce que les mouvements et les manifestations nous empêchent d'aller travailler et empêchent le pouvoir également de dérouler son programme, il y a un retard qui se répercute sur toute l'activité nationale. Est-ce que les mouvements, les grèves et autres sont des armes prévues par la démocratie telle qu'elle a été conçue pour son fonctionnement? C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas parce que Montesquieu a tracé les rails qu'il faut suivre les rails de Montesquieu jusqu'au bout. Ah, nous avons nos réalités. Donc créons nos propres rails. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, on n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie alors. N'appelons plus ça démocratie parce que Montesquieu a écrit précisément un certain nombre de choses qu'il a qualifiées de démocratie. Dès lors que vous aviez commencé à enlever le pneu, la chambre à air et tout, les phares et autres, et vous continuez à l'appeler démocratie, il y a comme une tricherie avec ce que Montesquieu a fait. Je ne suis pas tout à fait contre ce que vous dites. Et si vous pensez qu'il suffit de débaptiser... Oui, je pense qu'il faut être sincère avec les termes. Pour que les choses s'entendent. Je ne suis pas contre l'idée. Parce que moi, je vous ai toujours dit, pour ma part, il faut que nous nous asseyons pour dire qu'est-ce que nous faisons finalement. Oui. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Parce que ce que la démocratie à l'occidental copié de façon identique à l'européenne apporte n'est pas tout à fait heureux. C'est pour ça que nous sommes le seul pays qui aujourd'hui continue de faire en sorte qu'il y a encore des acquis démocratiques visibles. Ailleurs, on a déjà mis la parenthèse partout. 3e mandat par-ci, 4e mandat par-là, et changement de république par-ci. Le Nigeria va bien. Non, quand tu parles, ne donnez pas l'exemple du Nigeria. Oh, le Nigeria n'est pas concerné par la conférence nationale et le vent qui a soufflé en 1990. C'est ça la différence. La démocratie qui a été imposée à la boule par Mitterrand, où vous faites la démocratie et on vous soutient, ou vous ne faites pas et on vous lâche. Bon, chacun a fait comme il pouvait. Au Sénégal, parce que c'était la condition. Au Sénégal, ils sont encore relativement dans... Relativement, parce que ce n'est pas le vent de 90 qui a soufflé au Sénégal. Le Sénégal était en démocratie depuis toujours. Je parle des pays dans lesquels, à partir de 1990, on a fait une conférence nationale pour dire on est en démocratie. Partout, la démocratie est mise à mal. Partout. Il n'y a plus nulle part. Il n'y a que chez nous que ça tient encore un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des travers, il y a des biais qu'on fait semblant d'ignorer, mais qui produisent des résultats désastreux. Est-ce que nous allons attendre d'avoir ces résultats désastreux pour nous rendre compte qu'il y a 70% de jeunes qui frappent à la porte avec impatience et que c'est une bombe à retardement?
Est-ce que nous avons besoin de dire que nous devons avoir un pays paisible, qui fonctionne harmonieusement et qui avance? Parce que nous allons vers un siècle très, très numérique. Et pendant ce temps, nous sommes encore en train de nous amuser dans l'analogie. Est-ce que nous allons continuer de nous amuser à faire une démocratie de façade pendant que le pays recule? Il faut savoir à un moment ce que nous voulons. Et c'est pour ça que moi je vous dis, on peut débaptiser et dire on n'est plus en démocratie. Ça ne devrait pas être un problème. Et je pense qu'il faut faire une campagne d'ailleurs pour expliquer aux citoyens béninois, même quand on a fini de voter la loi, même quand on a fini de faire la révision, il faut aller vers les citoyens béninois pour leur dire, voilà ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous le faisons. Les Béninois ne sont pas stupides. Ils sont capables de faire preuve de discernement et de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Si on a pu défendre avec un certain succès un point de vue au Parlement, devant la représentation nationale, on peut le faire également devant l'opinion nationale et internationale. Donc, je pense qu'il faut aller vers les citoyens et leur expliquer. Parce que sinon, on a le sentiment que, et c'est ce qui se propage partout, quelqu'un a fini 2 mandats et est en train de remodeler l'architecture de façon à ce qu'il continue de peser dans la vie politique nationale en faisant un 3e mandat déguisé et un 4e mandat déguisé. Et pourtant, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, un tel raisonnement. Parce que tout le monde a dit que Patrice Talon ne partirait pas. Il ne partirait pas. Il y a même un chef d'État étranger qui a dit qu'il fait tuer ses compatriotes et voler les armes parce qu'il veut faire un 3e mandat en faisant en sorte qu'il y ait une tension politique extrême au niveau de la frontière. Bon, Patrice Talon décide de partir et ça a pris ces personnes-là de court. Et aujourd'hui, on dit, oh, toutes les institutions qu'il crée là, c'est parce qu'il veut être président du Sénat et il veut continuer de... Bon, ben, si demain il n'est pas président du Sénat, qu'est-ce qu'on dira? Il n'a pas besoin d'être président du Sénat. Justement. Donc, le raisonnement qui consiste à tout miser sur Patrice Talon et à tout voir à travers le prisme qui condamne et soupçonne Patrice Talon peut nous amener à faire des erreurs de jugement. Et c'est pour ça que je dis, l'opposition n'a pas jeté cette proposition par la poubelle, par-dessus la tête, parce qu'il y a à l'intérieur certainement des motifs d'accord entre la mouvance et l'opposition. On voit tout du prisme de Patrice Talon parce que c'est Patrice Talon qui propose les idées que nous avons. Et on ne va pas condamner des gens qui se disent, bah, au-delà des idées, quelle est sa part de lui-même proposée dans ce qui est sur la table en discussion. Je ne crois pas qu'une telle interrogation mérite condamnation. Un dernier sujet, un dernier aspect qu'on va aborder, c'est l'affaire de Sénat, justement, qui, sur certains bords, discute les prérogatives du président de la République avec lui. En quoi est-ce qu'il est pertinent que le Sénat soit installé, je dois dire, au même niveau, à la limite, que le président de la République, alors qu'il est censé être une 2e chambre de l'Assemblée nationale? Bon, je pense qu'il faut aller relire tranquillement les textes et ne pas... bon, je ne sais pas si vous aviez eu la chance d'aller trop vite en besogne. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance de lire les textes. Non, on en a fait... En dehors des grandes lignes qui ont été publiées, on en a fait un truc vraiment secret où il faut aller au couvent d'abord avant de pouvoir accéder au texte. Je pense qu'il faut patienter. Oui. Dans tous les cas, nous aurons un texte de loi. Oui, mais comment une république fonctionne avec des textes qui sont votés sans que le citoyen soit informé du contenu? Parce que ces textes ont été votés votés par les personnes que nous avons nous-mêmes désignées pour les voter. Oui. Et nous n'avons dit à aucun moment que chaque fois qu'ils doivent voter, ils doivent venir nous consulter. Dans les conditions dans lesquelles on vote pour eux. Dans les conditions dans lesquelles on les choisit. Vous voyez? Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi voter. C'est pourquoi j'insiste aussi. On peut se retrouver face à des... C'est pourquoi j'insiste aussi pour dire qu'il faut que nous trouvions le moyen de n'envoyer à l'Assemblée nationale que des personnes en qui nous croyons, en qui nous avons confiance. Si nous trouvons le moyen de faire ça, ça réglera beaucoup de choses aussi. Parce que le soupçon pèse sur tous qu'ils sont laxistes, ou qu'ils sont achetés, ou qu'ils ont peur. Et pourtant, individuellement, quand vous les prenez, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. C'est trop facile de croire que toutes ces personnalités, ensemble, ont peur. Quand même, vous verrez que quand cette loi a été votée, moi, je regarde bien, je n'entends pas les voix les plus autorisées, les voix qui
nous rassurerait de ce que on a étudié la question à fond et qu'on a pris position. Ces voix, je ne les entends pas encore. Donnons-leur le temps. Il ne faut pas être pressé. Donnons le temps à chacune des personnes qui peut opiner valablement sur ces choses-là. En quoi est-ce que leur opinion serait pertinente alors? Elle sera pertinente. Parce en quoi le test est déjà voté et peut-être probablement la semaine prochaine sera promulgué ou peut-être même ce week-end sera promulgué. Et c'est après que les techniciens vont prendre le temps maintenant d'accéder à son contenu, d'en apprécier le contenu. Si vous dites ça, oui. c'est peut-être... Et d'opiner là-dessus. C'est peut-être parce que vous croyez fortement qu'on n'a consulté personne. Ils ne nous ont pas dit sur la place publique qu'ils ont consulté des gens. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne les entend pas. Et par conséquent, ce n'est pas parce qu'on ne les entend pas qu'on doit considérer que... Donc, qui ne dit rien consent. Donc, qu'ils ont été consultés et qu'ils ont donné leur avis favorable. Jusqu'à preuve du contraire, je considère que qui ne dit rien consent. Donc, ils n'ont plus besoin de revenir dire leur appréciation du contenu. Non, peut-être qu'ils peuvent venir donner des explications. Vous avez entendu, par exemple, le président Théodore Rollo, qui a dit que cette institution avait déjà été proposée dans la Constitution de 1990. Mais pas sous cette forme. Mais pas sous cette forme. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peut-être consulté des gens qui ont dit, voilà ce qu'on avait déjà proposé. Pourquoi ne pas revenir là-dessus? Par exemple. Et vous ne pouvez pas dire tout de go que personne n'a été consulté parce que ces personnes. Non, moi, je n'ai pas dit que personne n'a été consulté. J'ai dit le test n'existe pas et il n'y a pas que les Théodore Rollo. Comment ça, le test n'existe pas? Qu'est-ce qui a été voté alors? Il n'y a pas que les Théodore Rollo uniquement en République du Bénin pour parler de la Constitution. Non, je vous disais tantôt que les personnes qui veulent s'impliquer dans le débat parlementaire savent comment le faire et comment obtenir... il y a un rapport de la Commission des lois qui existe. Ceux qui ont envie de lire ce rapport l'ont lu, n'est-ce pas? Et ceux qui ont envie de participer à la commission, aux travaux de la commission, ont participé aux travaux de la commission. Ceux qui avaient des amendements ont proposé des amendements. Vous voyez, c'est trop facile de s'asseoir et de penser que le rôle des parlementaires consiste juste à enregistrer un texte et à le passer au vote par tous les moyens possibles. Il y a des débats qui se font. Et je pense qu'il faut arrêter ce mauvais procès parce que nous n'avons pas confiance les uns en les autres. Personne ne fait de procès à qui que ce soit. On a été habitué à un processus. Non, l'opinion fait un procès aux députés pour avoir voté un texte qui est de leur prérogative. N'est-ce pas? Il faut que nous sachions aussi que nous devons nous faire confiance. Nous ne nous faisons pas confiance. Et tant que nous ne sommes pas quelque part où une décision est prise, nous considérons que cette décision elle n'est pas juste. Nous considérons que cette décision n'est pas judicieuse. Nous sommes en politique. C'est exactement ça. Et c'est ça la trêve que nous devons observer en ne voyant pas le mal partout, en ne voyant pas en toute chose l'objet d'un débat politique, d'une guéguerre politicienne. Il y a des gens à la manœuvre qui ont été désignés pour être dans l'action. Faisons-leur confiance. Et c'est ça qui est important. Si nous refusons de leur faire confiance, trouvons le moyen de désigner des personnes en qui nous avons confiance. Mais cessons la politique aérie pour laisser le pays avancer. Est-ce qu'on ne tue pas les générations politiques quand on rallonge un peu la durée des mandats? Ah bon? Pourquoi vous croyez ça? Oui, mais tous les 5 ans, une élection, ça permet un renouvellement d'une manière ou d'une autre de la classe politique. Quand c'est tous les 7 ans, ça fait attendre davantage. C'est parce que ceux qui peuvent être candidats, vous imaginez un instant, il y a certainement dans le rang des Béninois quelqu'un qui a autour de 63 ans aujourd'hui, qui a envie d'être candidat l'année prochaine et qui certainement 7 ans après ne pourra plus être candidat. Mais il y en aura d'autres. Ah oui. Il y en aura d'autres. Je me dis que certainement il y a tellement les génies qui sont nombreux partout. C'est parce quand que on a la justement, possibilité d'en avoir un, vous savez, il faut le supprimer et se donner d'autres chances. Vous savez ce que nous faisions? C'est que nous laissions une partie de l'intelligentsia en rade, de côté. Parce qu'ils n'épousent pas la vision, ou du moins, ils n'ont pas intérêt à être au sein de la gouvernance. Et vous voyez dans l'opposition des cerveaux bien pensants, des cerveaux bâtis, des têtes bien faites, qui ne contribuent pas au développement du pays. Alors, même quand ils sont dans l'opposition, les propositions d'idées, les critiques, les apports qu'ils font, les réajustements auxquels ils appellent, ce sont des contributions qui aident la République à continuer sa route. On peut faire mieux. Ah oui? On peut les mettre à la tâche aussi.
Oui. On peut aussi les mettre à la tâche. Je ne sais pas s'il y a un président qui les a appelés et ils ont refusé. Je pense que vous ne percevez pas bien ce que je dis. Expliquez-moi mieux. Vous voyez, les démocrates, par exemple, ont en leur sein des personnalités dont la République aurait bien besoin. Tout à fait. Mais par le fait qu'ils sont dans l'opposition, on ne peut pas les utiliser. C'est une perte sèche pour l'État. La trêve permettra de mettre tout le monde ensemble. Il n'y aurait plus de raison de se crêper les sillons et tout le monde peut travailler ensemble, par exemple. Et ça fait que personne n'est en rade. Tout le monde est ensemble pour travailler. Moi, c'est du moins comme ça que je conçois la trêve et l'avenir de notre pays. Lorsque dans une république ou dans une maison, une partie des enfants travaille à avancer et que l'autre partie travaille à les tirer vers l'arrière, les forces se neutralisent et le pays ne peut pas avancer. Mais si tout le monde s'entend pour dire, bon, voilà ce que nous faisons. Et dans ce que nous faisons là, nos divergences s'expriment, mais jamais de façon à bloquer l'action. Ça serait une très bonne chose. Et moi, je conçois qu'en l'État, une trêve perçue comme ça serait une excellente chose pour la République et pour l'avenir et mettrait la jeunesse véritablement au cœur de l'action politique. Quand on a des acteurs qui sont sincères et qui sont vraiment engagés dans cette façon de voir la trêve. Vous leur faites le procès de ne pas être sincère? Non. Dans la société, il y a des gens qui peuvent être sincères comme ils peuvent ne pas être sincères aussi. Je suis d'accord avec vous. Il faut envisager, le journaliste explore toutes les possibilités qu'il existe dans les situations qui se présentent. Je pense que dans toutes les réformes qui se font aujourd'hui, on tient compte également, à mon sens, pour ce que j'observe, de la sincérité, de la sincérité du profil, de la loyauté par rapport à la République. Parce que ceux qui ne sont en politique que pour leurs intérêts ont aussi leur place en politique aujourd'hui. Mais par rapport aux réformes que nous sommes en train de faire, je crois que ceux-là vont aller se reposer et permettre à ceux qui veulent véritablement travailler à faire avancer le pays d'être à la manœuvre. Anessi Carlos, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne compagnie devant Canal 3 Bénin à ce justement les programmes de cette télévision qui émet depuis Cotonou. Sylvie Danso, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté surtout de sacrifier un peu de votre si précieux temps avec nous. Merci, Monsieur Gaba. Bonjour